commençons. La clé à molette glissa des mains calleuses de Kellen Eroer et heurta le sol en béton de son garage. Il jura dans sa barbe et se pencha pour la récupérer, ses genoux protestant contre le mouvement. À 37 ans, son corps portait le poids de trop d'années dans les marines et de trop de nuits passées penchées sur des blocs moteurs. La Mustang Fastback de 1967 brillait sous les néons, sa peinture rouge pomme d'amour presque terminée. 3 mois de travail avaient été nécessaires à cette restauration, et elle serait vendue assez cher pour faire tourner son atelier pendant l'hiver. Mais ce jour-là, il manquait de concentration. Il essuya la graisse de ses mains avec un chiffon et se dirigea vers son établi. Le café était froid depuis des heures, mais il le but quand même, grimaçant devant son goût amer. Dehors, la pluie d'octobre tambourinait sur le toit métallique à un rythme régulier qui correspondait à son malaise croissant. Un petit objet attira son attention en roulant dessous un placard. Une petite voiture, la peinture rouge écaillée et une autre manquante. La poitrine de Kellen se serra lorsqu'il la ramassa, retournant le petit véhicule dans sa paume. La voiture préférée de Ricker. Le garçon l'avait emmenée partout, faisant des bruits de moteur et la faisant foncer sur les tables, les canapés, tout ce qui pouvait servir de route. 6 mois plus tôt, Ricker avait disparu, entraînant la mort supposée de son père. Kellen posa le jouet sur son établi et le fixa du regard. 6 mois après l'incendie de sa maison qui avait emporté son jeune frère, Jess. 6 mois après la disparition de son neveu de 6 ans sans laisser de traces. Les autorités affirmèrent que Ricker avait probablement fugué après le traumatisme de la perte de son père. Les équipes de recherche ratissèrent les bois autour de Crescent Ridge pendant des semaines, mais ne trouvèrent rien sur aucun corps. Aucune trace, juste disparu. La version officielle fit serrer les mâchoires de Kellen à chaque fois qu'il y repensait. Jaïs avait été piégé dans l'incendie. Ils dirent que les flammes étaient si brûlantes qu'il ne restait que des cendres et du sang. Les dossiers dentaires confirmèrent le corps, même si cela inquiétait encore Kellen. Son frère était pompier depuis 8 ans. Il savait comment s'échapper d'un immeuble en feu. Mais Trista, la femme de Jaïs, était dévastée. La veuve endeuillée idéale, selon tout le monde en ville. Elle avait tout hérité, la maison, l'argent de l'assurance, la garde de Ricker avant sa disparition. Maintenant, elle vivait seule dans cette grande maison de Pine Ridge Road, jouant le rôle d'une survivante tragique. Kellen reprit la petite voiture. Quelque chose dans toute cette situation ne lui convenait pas. Jess n'aurait jamais laissé Ricker seul dans un incendie, et le garçon ne se serait jamais enfui dans les bois. Ricker était intelligent, prudent, toujours à réfléchir avant d'agir. La pluie s'intensifia et Kellen réalisa qu'il était resté là pendant 20 minutes, perdu dans des souvenirs qui ne le menaient à rien de bon. Il avait travaillé pour finir et des factures à payer. Le passé était enfoui, littéralement dans le cas de Jaïs, au point qu'il avait empoché la petite voiture et était retourné à la Mustang. Mais tandis qu'il travaillait, des questions tournoyaient dans son esprit comme des vautours. Des questions sans réponse et un frère incapable de les résoudre. 2 jours plus tard, Kellen chargea son camion de pièces restaurées pour livraison. Madame Henderson avait besoin de nouveaux freins pour sa vieille Ford, et il avait réussi à dénicher des pièces d'origine qui permettraient au camion de fonctionner encore 10 ans. Cette commande lui permettrait de payer son loyer pour le mois où il traverserait les routes sinueuses de Crescent Ridge, passant devant l'école primaire où Ricker aurait dû entrer en CP, devant la caserne de pompiers où la plaque commémorative de Jaïs était accrochée près de la porte d'entrée. La ville paraissait paisible sous un ciel gris, mais Kellen savait qu'il n'y avait pas de secret. Chaque petite ville recèle des secrets cachés sous sa surface silencieuse. Pine Ridge Road serpentait à travers de hautes forêts de Douglas avant de déboucher sur des terrains plus vastes abritant des maisons de luxe. La maison de Trista se trouvait au bout d'une longue allée, une maison artisanale à 2 étages avec une véranda panoramique et un aménagement paysager parfaitement entretenu. L'assurance avait été généreuse. Kellen se gara près du garage et prit le carton de pièces. Il appela à l'avance, mais la voiture de Trista n'était pas dans l'allée. Peut-être était-elle sortie faire des courses ou participer à une autre de ses activités bénévoles. La femme s'occupait beaucoup ces derniers temps, apparaissant toujours aux événements communautaires avec son sourire triste et son attitude de veuve courageuse. Il frappa à la porte d'entrée et attendit. Pas de réponse. Les pièces étaient payées et Madame Henderson en avait besoin aujourd'hui. Il les laisserait sur le porche avec un mot. Tiens, il est allé déposer le carton. Un bruit le figea. Des coups légers, rythmés et délibérés. Pas de la maison, mais quelque part en dessous du niveau du sol. Kellen se redressa et tendit l'oreille. Le bruit résonna, faible,
mais indubitable. 3 coups lents. Un silence. 3 autres coups. Quelqu'un frappait sous la maison. Il suivit le bruit jusqu'à la cour latérale où un escalier en béton menait à la porte d'une cave à tempête. La lourde porte en bois était fermée par un cadenas neuf, du genre de ceux utilisés sur les garde-meubles et les conteneurs maritimes. Étrange pour une cave à tempête en Oregon, où la plupart des gens utilisent leur sous-sol pour stocker des objets, et non pour se protéger des tornades. On frappa à nouveau, sans doute de l'intérieur de la cave. Kellen descendit les marches et colla son oreille à la porte. « Allô » appela-t-il doucement. « Il y a quelqu'un » Les coups cessèrent. Puis, si faible qu'il faillit les manquer, une petite voix répondit. « Oncle Kellen. » Son sang se glaça. Cette voix était celle d'un garçon mort. Un enfant disparu 6 mois plus tôt sans laisser de traces. Ricker. La voix de Kellen se brisa. Ricker, c'est toi? Oui. Le mot était à peine un murmure à travers la lourde porte. Oncle Kellen, aide-moi. Kellen attrapa le cadenas et tira, mais il tenait bon. Il examina le chambranle et trouva les gonds à l'intérieur. La serrure était le seul moyen d'entrer, et la briser à l'air très trista de sa présence. Tu es blessé, demanda-t-il à voix basse. Je suis enchaîné. Je ne peux pas beaucoup bouger. La voix de Ricker était faible, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Oncle Kellen, aide papa d'abord. Ton père, Ricker, ton père est mort dans l'incendie. Non. La voix du garçon prit de l'ampleur. Maman l'enferma dans la pièce obscure. Il est malade. Aide papa d'abord, puis reviens me chercher. Kellen était bouleversé. Jess était vivant. Impossible. Ils avaient identifié le corps, organisé des funérailles, enterré un cercueil vide. Mais la voix de Ricker était réelle, et le garçon n'avait aucune raison de mentir. Où est ton père, Ricker? Dans la maison. La pièce qui le faisait se sentir bien. Celle sans fenêtre. Les pneus de la voiture crissaient sur le gravier. Kellen jeta un coup d'œil par-dessus les marches du vendeur et vit la berline argentée de Trista s'engager dans l'allée. Il avait quelques secondes pour décider. La confronter maintenant ou rassembler d'abord plus d'informations. Je dois y aller, chuchota-t-il à la porte. Je reviendrai te chercher. Promis. Vite, dit Ricker. Maman s'énerve quand je fais du bruit. Kellen gravit les marches et retourna nonchalamment à son camion, attrapant le carton de pièces tandis que Trista sortait de sa voiture. Elle était toujours la même. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, des vêtements de luxe, le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Kellen, dit-elle d'une voix où se mêlait juste ce qu'il fallait de surprise et de chaleur. Je ne vous attendais pas. Les pièces de Madame Henderson, dit-il en brandissant la boîte. Vous n'étiez pas là, alors j'allais les laisser sur le porche. Bien sûr. Combien vous dois-je? Déjà payé. Il observa son visage, guettant le moindre signe de culpabilité ou de peur. Rien. Elle gardait un sang-froid parfait. La veuve endeuillée aidant le frère de son défunt mari. Comment tenez-vous le coup, demanda-t-elle en inclinant la tête avec une compassion éprouvée. Je sais que la perte de Jess a été difficile pour vous aussi. S'en sortir. Kellen posa la boîte sur les marches de son Porsche. Avez-vous des nouvelles de Ricker? Une lueur passa dans ses yeux. Si vite qu'il faillit la manquer. Rien. L'inspecteur dit que ces affaires sont généralement classées au bout de 6 mois. Des enfants aussi jeunes, dit-elle en haussant les épaules, impuissante. J'essaie de ne pas y penser. Bon. Kellen recula vers son camion. Bon, je devrais y aller. Prends soin de toi, Kellen. Jess le voudrait. Il démarra lentement, vérifiant ses rétroviseurs. Trista le regarda partir, immobile sur son Porsche jusqu'à ce que son camion disparaisse au détour du virage. C'est alors seulement qu'elle se déplaça, marchant rapidement vers le côté de la maison où se trouvait la porte du vendeur. Kellen se gara à 400 mètres sur Pine Ridge Road et coupa à travers les bois derrière la propriété de Trista. L'air d'octobre transperça sa veste tandis qu'il s'accroupissait derrière un bosquet d'arbres à fourrure avec une vue dégagée sur la maison. Quelque part dans ce bâtiment, son frère était peut-être vivant. Et à 6 mètres sous terre, son neveu était enchaîné dans l'obscurité. Cette pensée lui fit trembler les mains de rage. Si Trista avait fait ça,
si elle avait mis en scène la mort de Jaïs et emprisonné un garçon de 6 ans, Kellen la lui ferait payer. Son entraînement militaire lui avait appris la patience. Mais cela lui avait aussi appris à tuer. 4 minutes s'écoulèrent avant que Trista ne sorte de la maison et ne se dirige vers la cave. Elle déverrouilla la porte et disparut à l'intérieur. Kellen n'entendit rien de sa cachette, mais 10 minutes plus tard, elle réapparut et verrouilla la porte. Elle sortit son téléphone et composa le numéro en revenant vers la maison. « C'est fait », dit-elle d'une voix claire dans l'air immobile. Le petit morveux ne fera plus de bruit. L'estomac de Kellen se serra. Que avait-elle fait à Ricker? Non, il n'avait rien vu. Il avait juste déposé des pièces et était parti. Trista marqua une pause, écoutant la personne à l'autre bout du fil. « Miles, calme-toi. Tout est sous contrôle. » Miles. Le shérif Miles Kilgore, l'homme qui a mené l'enquête sur la mort de Jaïs et la disparition de Ricker. L'homme qui a déclaré les 2 affaires closes lorsque la piste des preuves s'est évaporée. Une fois que j'aurai réglé Jess, tout sera transféré. Trista continua. La maison, l'argent de l'assurance, sa pension. Tout. Nouvelle pause. Peu importe ce que dit Ricker. Le garçon reste silencieux ou disparaît définitivement. Elle s'arrêta et se tourna vers les bois, scrutant la forêt. Kellen se colla au sol, le cœur battant la chamade. Après un long moment, elle continua vers la maison. Oui, ce soir. Ça fait 6 mois. Il est temps de régler les derniers détails. Elle atteignit sa porte d'entrée et tourna la poignée. Kellen ne se doute de rien. Il est trop bouleversé par son frère pour réfléchir clairement. La porte se referma derrière elle, coupant court à la conversation. Kellen resta immobile 10 minutes de plus, digérant ce qu'il avait entendu. Trista prévoyait de tuer Jaïs ce soir. Le shérif était impliqué et la vie de Ricker ne tenait qu'à un fil. Il retourna à son camion en rampant à travers les bois, l'esprit en ébullition. Il avait besoin d'aide, mais la police locale était compromise. Il avait besoin de preuves, mais s'introduire chez Trista ferait de lui un criminel, et il devait sauver 2 vies avant de faire son deuil. Le trajet du retour en ville passa dans un flou. Les mains de Kellen agrippèrent le volant si fort que ses jointures blanchirent. 6 mois de chagrin et de culpabilité le submergèrent comme une vague. Il avait pleuré son frère tandis que Jess était emprisonné à 6 mètres de là. Il avait abandonné les recherches de Ricker tandis que le garçon attendait, enchaîné, des secours qui ne venaient jamais. Mais ils étaient vivants, tous les deux, et Kellen les récupérerait ou mourrait en essayant. Kellen avait besoin d'aide. Mais la confiance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le shérif était corrompu, ce qui signifiait que d'autres policiers pourraient être impliqués. Il avait besoin de quelqu'un avec des connaissances médicales, quelqu'un qui pourrait s'occuper de Ricker et Jess une fois libérés. Reva Torres habitait à 3 portes de la petite maison de location de Kellen, rue Maple. L'ancienne infirmière de 29 ans travaillait à la clinique locale et restait discrète, mais elle avait toujours été gentille avec lui. Plus important encore, elle avait aimé Ricker comme son propre neveu et avait été dévastée par la disparition du garçon. Il frappa à sa porte à 20h30 ce soir-là, encore vêtu d'une tenue de travail tachée de graisse et l'air probablement à moitié fou. Reva répondit en tenue d'hôpital, les cheveux noirs tirés en queue de cheval. « Kellen, ça va ? J'ai besoin de ton aide, dit-il. C'est à propos de Ricker, ses yeux bruns s'écarquillèrent. L'ont-ils trouvé ? L'est-il ? Il est vivant, mais il faut agir vite. Reviva s'écarta et le laissa entrer. Sa petite maison était propre et confortable, avec des manuels de médecine empilés sur la table basse et une odeur de dîner qui flottait dans l'air. « Assieds-toi, dit-elle. Raconte-moi tout. » Kellen resta debout. Trop nerveuse pour se détendre. Trista le tient. Elle le garde enfermé dans sa cave depuis 6 mois. C'est impossible. La police a fouillé. La police ne l'a pas suffisamment fouillé. Le shérif Kilgore travaille avec elle. Kellen se mit à faire les 100 pas et Jaïs est vivant aussi. Elle simula sa mort d'une manière ou d'une autre. Reva le fixa un long moment. Kellen, tu me fais peur. Tu as bu ? J'ai parlé à Ricker par la porte de la cave. Il m'a dit où se cachait Jess. Kellen s'arrêta de faire les 100 pas et croisa son regard. J'ai entendu Trist au téléphone. Elle prévoit de tuer Jess ce soir.
Le doute sur le visage de Reva se transforma peu à peu en horreur tandis que Kellen racontait les événements de la journée. Lorsqu'il eut terminé, elle serrait l'accoudoir de son fauteuil, les jointures blanches. « Il faut appeler la police d'État, dit-elle. »« Avec quelle preuve ?»« Ma parole contre une veuve en deuil et un shérif. » Kellen secoua la tête. « Ils ne nous croiront jamais. Et le temps qu'ils enquêtent, Jess sera mort et Ricker aura disparu à jamais. Alors, que veux-tu faire ? » « J'y retourne ce soir. Je les ferai sortir moi-même. C'est du suicide. » « Kellen, si tu as raison, Trista a déjà tué quelqu'un. Elle n'a tué personne. Jess est vivant. Elle a fait croire à tout le monde qu'il était mort. Cela demande de la planification, des ressources, de l'aide de l'intérieur. » Reva se leva et lui fit face. « Ces gens sont dangereux. Tu ne peux pas foncer seul. Alors viens avec moi. » Reva ferma les yeux et prit une grande inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression s'était durcie de détermination. « Si tu as tort, on ira tous les deux en prison. Je n'ai pas tort. Et si tu as raison, on finira tous les deux morts. » Kellen soutint son regard. « Alors mieux vaut ne pas se faire prendre. » 1 heure plus tard, ils garèrent le camion de Kellen sur un parking de randonnée, à 800 mètres de la maison de Trista. Reva portait une trousse médicale contenant du matériel pour traiter la malnutrition, la déshydratation et les traumatismes. Kellen avait un coupe-boulon, un pied de biche et un pistolet 45 qu'il espérait ne plus jamais utiliser. Il se déplaçait dans les bois tels des fantômes, utilisant des compétences que Kellen avait apprises en Afghanistan et que Reva avait acquises pendant ses années d'infirmière en traumatologie. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière à une fenêtre à l'étage. La porte de la cave était exactement là où Kellen se souvenait. Il coupa le cadenas avec une pince coupante et le métal céda dans un léger craquement. La lourde porte s'ouvrit sur des gonds rouillés, révélant des marches en béton qui disparurent dans l'obscurité. L'odeur les frappa en premier, des corps sales, des excréments humains, et autre chose. La peur. Elle avait une odeur particulière, forte et métallique. Kellen descendit les marches, Reva le suivant de près. Leurs lampes de poche révélèrent une petite pièce en béton au sol en terre battue et au mur en pierre. Dans un coin, une petite silhouette blottie contre le mur. Ricker. Le garçon leva les yeux, plissant les yeux sous le faisceau de la lampe de poche. Il était maigre, trop maigre, avec des joues creuses et des cernes. Une lourde chaîne reliait sa cheville à un anneau de fer boulonné au mur. « Oncle Kellen, murmura-t-il. Tu es revenu. » Rêvé se précipita et s'agenouilla près du garçon. Sa formation médicale prit le dessus. Elle prit son pouls, examina ses yeux, testa ses réflexes avec une efficacité éprouvée. « Malnutrition sévère, dit-elle doucement. Déshydratation, mais il est stable. » Kellen attaqua la chaîne avec la pince coupante. Le métal était épais, mais la pince était de qualité industrielle. Après 5 minutes de travail, la chaîne cassa au niveau des jambes de Ricker, incapable de supporter son poids. River l'enveloppa donc dans une couverture et le souleva avec précaution. Il ne pesait presque rien. « Où est papa ?» demanda le garçon en montant les marches. « On le retrouvera, promit Kellen. Peux-tu me parler de la pièce que ta mère a construite ? » L'homme était là pendant des semaines. Il avait aménagé une pièce sous la maison aux murs épais. Maman disait que c'était pour quelqu'un qui avait peur facilement. La voix de Ricker était plus forte maintenant, loin de la cave. Elle y avait installé papa après que le feu n'était pas réel. Le feu n'était pas réel. Elle l'avait fait paraître réel, mais papa n'avait pas brûlé. Elle lui avait fait des piqûres qui l'avaient endormi. Puis elle l'avait installé dans la pièce. Ils atteignirent le camion de Kellen et installèrent Ricker sur la banquette arrière. Reva lui donna de l'eau et des barres énergétiques, lui recommandant de manger lentement. « De quoi d'autre te souviens-tu de cette nuit-là » demanda Kellen. Ricker resta silencieux un instant, son jeune esprit digérant traumatisme et souvenirs. Papa rentra du travail. Maman était en colère. Elle avait un homme avec un badge. Le shérif Kilgore. Oui. Il parlait d'argent et de papier. Papa s'est mis en colère et a dit qu'il le dirait à tout le monde. Ricker s'arrêta pour boire encore de l'eau. Puis maman le piqua avec une aiguille et il tomba. Le shérif l'aida à le porter au sous-sol. Que s'est-il passé ensuite? Ils ont allumé le feu. Ils ont pris du sang de papa et l'ont mis en place.
Le shérif apporta des dents qui ressemblaient à celles de papa. La voix de Ricker s'est faite plus faible. Puis maman a dit que j'en savais trop. Elle m'a enfermé dans un endroit sombre et m'a dit de me taire à jamais. Reva entoura le garçon de ses bras, les larmes coulant sur son visage. Kellen sentit une sensation de froid et de dureté s'installer dans sa poitrine. Trista n'avait pas simplement simulé la mort de son frère. Elle a torturé un enfant de 6 ans pendant 6 mois pour garder son secret. Elle ne s'en tirera pas comme ça, a-t-il dit. Oncle Kellen Ricker a dit, maman a une arme et un shérif vient lui rendre visite. Il blesse papa quand il fait du bruit. Kellen a démarré le camion. Plus maintenant. Ils ne le font plus. Kellen a passé la nuit chez Reva à surveiller le sommeil de Ricker tout en planifiant sa prochaine action. Le garçon était en sécurité pour l'instant, mais Jess restait coincé quelque part dans la maison de Trista. Pour le retrouver, il faudrait plus d'informations sur la pièce secrète que Ricker avait décrite. Le matin a apporté la clarté et un nom, L. Granger. L'entrepreneur local avait construit la moitié des maisons de Crescent Ridge au cours des 10 dernières années. Si quelqu'un avait construit une pièce secrète, elle le saurait. Kellen l'a trouvé sur un chantier à l'est de la ville, supervisant la charpente d'une nouvelle maison. Lial était un homme trapu d'une trentaine d'années, aux mains calleuses et à la réputation d'honnêteté. Il leva les yeux de ses plans à l'approche de Kellen. Kellen, ROR, dit-elle en lui tendant la main. Encore désolé pour ton frère. Quel malheur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Kellen jeta un coup d'œil aux ouvriers. On peut parler en privé. Elle prit une expression méfiante, mais il éloigna Kellen du bruit des travaux et le conduisit jusqu'à son pick-up. Que as-tu en tête? J'ai des questions sur le travail que tu as fait pour Tristaror. Plus précisément, sur les modifications apportées à son sous-sol ou à ses fondations. Le visage de Lial se vida. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ricker décrivit un homme venant construire une pièce aux murs épais. Une pièce sous la maison. Kellen s'approcha. C'était toi, n'est-ce pas? Les mains de elle tremblaient tandis qu'il sortait une cigarette et l'allumait. Bon sang. Comment as-tu fait? Il se retint et tira une longue bouffée. Écoute, je ne veux pas d'ennui. Mon frère est vivant. Lial. Trista l'a enfermé dans cette pièce que tu as construite. C'est impossible. Jess est mort dans l'incendie. L'incendie était une mise en scène. Elle détient un prisonnier depuis 6 mois. La voix de Kellen se durcit, et si vous l'aidez à construire une prison, vous êtes complice d'enlèvement. Il laissa tomber sa cigarette et l'écrasa sous sa botte. Elle dit que c'était pour son cousin, un type souffrant de SSPT qui avait besoin d'une pièce sécurisée, un endroit où il pourrait se réfugier en cas de crise. L'argent était bon, et elle paya comptant. Décrivez ce que vous avez construit. Une pièce insonorisée dans le sous-sol. Mur en béton armé, porte en acier, système de ventilation séparé. La voix de elle se brisa. Point d'ancrage renforcé dans les murs et le sol. Elle dit que son cousin pourrait avoir besoin d'être attaché pendant les crises. Vous avez construit une chambre de torture. J'ai construit ce qu'elle a demandé. La voix de Lee monta, puis se transforma en un murmure. Que Dieu me vienne en aide. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais l'argent, mon entreprise périclitait, et elle proposa le triple du tarif normal. Kellen attrapa elle par la chemise et l'attira contre elle. Où est cette pièce exactement? Accessible par un panneau caché au sous-sol principal. Derrière le chauffe-eau, les yeux de elle étaient écarquillés de peur. Kellen, si elle a vraiment fait ce que tu penses, elle tuera quiconque menace de la dénoncer. Elle va essayer. Mais d'abord, tu vas m'aider à l'arrêter. Je ne peux pas. Si ça se sait, je perdrai mon permis, mon entreprise, tout. Kellen l'a libérée, mais n'a pas reculé. Si tu ne m'aides pas, je ferai en sorte que la police d'État sache exactement qui a construit cette pièce. Tu pourras leur expliquer pourquoi tu n'as pas signalé les demandes de construction suspectes. Je m'affaisserai contre ce camion. Que veux-tu que je fasse? Témoigner de ce que tu as construit. Fournir les plans et les reçus originaux. Aide-moi à prouver que cette pièce a été conçue pour détenir des prisonniers. Et si je le fais, je m'assurerai qu'ils sachent que tu as coopéré, que tu contribues à sauver des vies. Le visage de Kellen s'adoucit légèrement. Un garçon de 6 ans est enchaîné dans une cave depuis 6 mois. Mon frère est en train de mourir dans la pièce que tu as construite. Fais ce qu'il faut.
Elle resta silencieuse un long moment, fixant la maison à moitié finie. Les plans sont mon bureau. Les reçus aussi. Elle a tout payé en espèces, mais je tiens des registres. Bien. Quoi d'autre? La pièce a son propre système électrique, séparé de la maison principale, et il y a un système d'évacuation intégré au sol. La voix de elle était à peine audible. Je crois savoir à quoi elle comptait vraiment l'utiliser. Cet après-midi-là, Kellen attendait dans les bois derrière la maison de Trista pendant qu'elle assistait à une cérémonie commémorative au centre communautaire. D'après Reva, qui avait réglé la facture, Trista devait parler de la guérison après un deuil à un groupe de veuves récentes. L'ironie de la situation retourna l'estomac de Kellen. Il avait 2 heures pour retrouver Jess et le faire sortir. Mais d'abord, il devait s'assurer que son frère était bien dans la pièce cachée. La porte du sous-sol était verrouillée, mais Kellen avait appris le crochetage chez les marines. Le mécanisme céda en moins d'1 minute, et il se glissa à l'intérieur. Le sous-sol était fini et propre, visiblement utilisé comme espace de rangement. Des cartons étaient alignés sur les étagères le long des murs, et une machine à laver et un sèche-linge occupaient un coin. Le chauffe-eau était adossé au mur du fond, exactement là où elle l'avait indiqué. Kellen examina le mur derrière le chauffe-eau et trouva ce qu'il cherchait, une plaque de plâtre qui ne s'harmonisait pas tout à fait avec le reste. Il passa ses doigts sur les bords jusqu'à trouver un loquet caché. Le panneau s'ouvrit, révélant un étroit couloir menant à une porte en acier. Celle-ci n'avait pas de poignée extérieure, seulement une serrure à code et une petite fenêtre. Kellen regarda par la fenêtre et son cœur faillit s'arrêter. Jess était allongé sur un étroit lit de camp au centre d'une pièce en béton. Son jeune frère était inconscient, respirant faiblement et irrégulièrement. Il avait perdu au moins 13 kilos et de vieilles marques de brûlures marquaient ses bras et sa poitrine. Des bandages recouvraient ce qui semblait être des plaies infectées. « Jess » appela Kellen à travers la porte. « Jess, tu m'entends » Son frère remua, mais ne se réveilla pas. Kellen étudia le clavier à la recherche de chiffres. Probablement quelque chose dont Trista se souviendrait facilement. Il essaya l'anniversaire de Ricker. Sans succès. L'anniversaire de Jaïs. Rien. Leur anniversaire de mariage. La serrure bipa et la porte s'ouvrit avec un bruit sec. La pièce sentait l'infection et les déchets. Du matériel médical s'alignait sur un mur, 4 sacs, des seringues, des flacons de médicaments. Trista maintenait Jess sous sédatif et à peine en vie. Kellen s'agenouilla près du lit et vérifia le pouls de son frère. Faible mais stable, les yeux de Jess s'ouvrirent brusquement, flous et vitreux. Kellen. Sa voix n'était qu'un murmure. Je suis là. Je te sors de là. Ricker, est-il en sécurité? Ri s'occupe de lui. J'ai a essayé de s'asseoir, mais s'est effondré sur le lit. Elle m'a drogué. 6 mois d'injection. Tu peux marcher? Je ne pense pas. Tes jambes ne fonctionneront plus. Kellen regarda sa montre. Plus que 90 minutes avant le retour de Trista. Il ramassa des fournitures médicales sur les étagères et aida Jess à boire de l'eau dans une bouteille en plastique. Depuis combien de temps es-tu réveillé? Ça va et vient. Elle me donne quelque chose tous les 2 ou 3 jours. Ça me laisse perplexe. Le regard de Jess se fixe. Elle a l'intention de me tuer ce soir. Je sais. C'est pour ça qu'on part maintenant. Kellen souleva son frère avec précaution, choqué de le voir à quel point il était devenu léger. Jess avait la carrure d'un secondeur avant l'incendie. Maintenant, il se sentait fragile, comme s'il allait éteindre le feu. Jess chuchota tandis que Kellen le portait vers la porte. Elle le dit. Utilise mon sang, mes dossiers dentaires. Shérif, à l'aide. Je sais, me dit Ricker. Malin. J'ai essayé de le protéger, mais elle m'a assommé avant que je puisse le faire. Vous êtes tous les 2 en sécurité maintenant. Ils atteignirent le camion de Kellen sans incident. Il installa Jess sur le siège passager et le recouvrit de couverture. Son frère était de nouveau inconscient avant qu'il n'atteigne la route et n'atteigne la maison de Reva. Ils transportèrent Jess dans la chambre d'amis et commencèrent l'examen médical minutieux. Reva a commencé à traiter sa déshydratation en 4 ans et lui a administré des antibiotiques pour les plaies infectées. Une sédation prolongée, dit-elle doucement tandis qu'il travaillait. Probablement de la benzoazépine mélangée à autre chose. Il va falloir des semaines pour que son organisme se rétablisse. Va-t-il se rétablir?
Physiquement, oui. Les brûlures sont anciennes et en grande partie guéries. Les infections répondront aux antibiotiques. Mais mentalement, elle secoua la tête. 6 mois de prison et de médication forcée. Il va avoir besoin d'une aide sérieuse. Kellen toucha l'épaule de son frère. Jess était vivant, respirant sain et sauf. Mais l'homme qu'il avait élevé après la mort de ses parents, qui lui avait appris à se battre et à protéger ce qui comptait, cet homme, était peut-être parti à jamais. Moi, dans la pièce d'Axe en grave côté. Ricker dessinait avec des crayons de couleur achetés par Eva. Ses dessins représentaient un homme dans une boîte, des bonhommes allumettes de lui-même enchaînés à un mur, et une femme aux cheveux blonds tenant quelque chose qui ressemblait à une aiguille. Elle avait blessé papa avec le médicament. Ricker expliqua que lorsque Kellen l'interrogea sur les dessins, il lui faisait oublier des choses. Le rendait malade. De quoi d'autre te souviens-tu? Le shérif passait souvent te voir. Il parlait de papier et d'argent. Maman lui montrait des photos de papa et moi, silencieux. Le jeune visage de Ricker était sérieux malgré son âge. Elle disait que si quelqu'un nous trouvait, le shérif le ferait disparaître à jamais. Des preuves. Trista avait documenté ses crimes, probablement pour les assurances ou pour s'assurer de la coopération de Kilgore. Si ces photos et ces documents existaient encore, il pourrait tout prouver. Mais d'abord, qu'elle avait besoin d'aide. Arracher un shérif corrompu et une femme qui avait déjà tué une fois nécessiterait des ressources qu'il ne possédait pas. Il lui fallait quelqu'un avec une expérience militaire, quelqu'un en qui il pouvait avoir entièrement confiance et qui avait besoin d'Ellis Brandt. Ellis Brandt arriva de Portland à minuit au volant d'une berline sans permis immatriculé au gouvernement. L'ancien camarade de marine de Kellen avait exactement le même air que lors de leur déploiement, mince, alerte et prêt à affronter les ennuis. Ellis travaillait pour une agence fédérale qu'il ne nommait jamais, faisant des choses dont il ne parlait jamais. Quand Kellen avait appelé pour lui dire qu'il avait besoin d'aide, Ellis n'avait posé aucune question. Ils se sont retrouvés dans le garage de Reva, loin des enfants endormis et des frères blessés. Bon sang, Kellen, a dit Ellis après avoir entendu toute l'histoire. Tu es tombé sur quelque chose d'important. Falsification de certificats de décès, corruption des forces de l'ordre, enlèvement d'enfants. Ça va bien au-delà de la délinquance de petite ville. Tu peux m'aider? J'ai déjà commencé. Ellis a ouvert une mallette métallique remplie de matériel électronique. J'écoute les conversations radio de la police depuis 2 heures. Le shérif Kilgore est nerveux. 3 appels à la police d'État pour demander des informations sur des enquêteurs extérieurs. Il sait que nous les avons peut-être emmenés, ou alors Trista l'a découvert et il brouille les pistes. Ella a sorti des appareils qui ressemblaient à des téléphones portables surdimensionnés. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de preuves qui tiennent la route au tribunal. J'ai entendu le témoignage d'une enfant de 6 ans traumatisée, et un adulte drogué ne suffira pas. Que as-tu en tête? Un système de surveillance complet, des enregistreurs audio et vidéo dans sa maison, sa voiture et son téléphone. Si elle a vraiment l'intention de régler les derniers détails, elle devra communiquer avec Kilgore. On captera chaque mot. Ellis expliqua le matériel tout en travaillant. Des micro-caméras de la taille d'un bouton, des émetteurs audio capables de capter les conversations à travers les murs, et un appareil capable de cloner les signaux des téléphones portables et d'enregistrer tous les appels et SMS. C'est illégal, n'est-ce pas? Complètement. Mais l'enlèvement et la tentative de meurtre le sont tout autant. Ellis a fixé une minuscule caméra à ce qui ressemblait à une gomme à crayon. À vous de choisir, respecter les règles pendant qu'ils détruisent les preuves et disparaissent, ou rassembler des preuves et s'inquiéter de la légalité plus tard. Ils ont passé 3 heures à installer des dispositifs partout dans la propriété de Trista. Ellis se déplaçait comme un fantôme, crochetant les serrures et désactivant les systèmes de sécurité avec une aisance maîtrisée. Kellen surveillait les routes et fournissait une couverture, mais Ellis travaillait si silencieusement que même lui ne pouvait entendre aucun mouvement à 3 mètres de distance. À l'aube, ils avaient une couverture audio et vidéo de chaque pièce de la maison, ainsi que des dispositifs de géolocalisation sur les 2 véhicules et un accès complet au téléphone de Trista. Maintenant, attendons, dit Ellis en visionnant les images de surveillance du salon de Reva. Elle devra bientôt contacter Kilgore. Quand elle découvre que la prison est vide, elle va paniquer. Ils n'attendirent pas longtemps. À 7h30, la voiture de Trista s'arrêta dans son allée. Ellis activa l'appareil d'enregistrement tandis qu'il la regardait marcher rapidement vers la maison. Trista se rendit directement au sous-sol.
À travers les caméras installées, ils la virent découvrir le panneau ouvert et la prison vide. Elle resta immobile 10 secondes, puis sortit son téléphone. « Miles, on a un problème, dit-elle. » Ils sont partis, tous les deux. Le son était clair comme de l'eau de roche grâce à l'appareil d'hélice. La voix de Kilgore résonna dans le haut-parleur, étranglée par la panique. « Comment ça, parti ? La pièce est vide. Les serrures ont été forcées. Quelqu'un les a prises. » Trista monta à l'étage en vérifiant portes et fenêtres. Ce devait être Kellen. Il était là hier pour poser des questions. Que sait-il? Tout, probablement. S'il a parlé au garçon. La voix de Trista s'éteignit tandis qu'elle examinait son système de sécurité. Miles, si ça se sait, on est finis tous les deux. Ensuite, nous nous assurons qu'il ne sort pas. Les trouver et alors quoi? Tuer 3 personnes, peut-être 4 s'ils ont de l'aide. Quoi que cela prenne. La voix de Kilgore durcit. Vous vouliez l'argent d'assurance et la maison. C'est le prix. Nettoyez-le, Trista. L'appel s'est terminé et Trista se tenait dans sa cuisine pendant un long moment. Puis elle se dirigea vers une armoire et sortit un pistolet. Ellis regarda Kellen. C'est notre confession. Meurtre, complot, enlèvement, assurance, fraude suffisamment pour les Rangers tous les deux à vie. Ce n'est pas suffisant. Kellen a déclaré, nous avons besoin de preuves de la façon dont il simule la mort de Jace. Documentation, preuves physiques, quelque chose qui montre la permétation. Où garderait-il ce type de matériel? Boîte à dépôt sur peut-être, ou le bureau de Kilgore. Kellen a pensé à la conversation qu'ils avaient enregistrée. Elle a mentionné des papiers et des documents lorsqu'elle parlait à Ricker. Il y a des preuves quelque part. Ellis a étudié le flux de surveillance alors que Trista a chargé l'armée à vérifier ses munitions. L'installation de l'installation, si nous avons des flics corrompus. Nous en avons besoin avant de le détruire. Alors qu'Ellis a planifié son infiltration d'un bureau d'un shérif. Kellen a rencontré quelqu'un qui pourrait aider à naviguer dans les complexités juridiques à venir. Reva avait contacté son amie Amanda Walsh, un paralegal qui travaillait pour la plus grande entreprise de litige civil du comté. Spécialisée dans la fraude à l'assurance et à la mort injustifiée. Construction de la salle cachée. Vous avez besoin de tout cela. Et vous en avez besoin obtenu légalement ou un bon avocat de la défense fera tout jeter. Amanda leva les yeux de ses notes. Comment avez-vous rassemblé exactement vos preuves jusqu'à présent? Kellen hésita. S'il lui parlait de l'équipement de surveillance et de l'entrée illégale, elle pourrait refuser d'aider. Une partie est venue du témoignage de Ricker, d'autres enquêtant sur les archives publiques et les autres. Disons que nous utilisons des techniques d'investigation créatives. Amanda signe, les preuves obtenues illégalement ne peuvent pas être utilisées devant les tribunaux, mais cela peut vous indiquer des preuves juridiques qui soutiennent les mêmes conclusions. Elle a expliqué ce dont ils avaient besoin. Des échantillons d'ADN de Jess qui pourraient être comparés à la supposée victime d'incendie, des dossiers dentaires d'origine qui prouveraient que l'identification était fausse, des permis de construire et des dossiers des entrepreneurs pour la salle cachée, des documents d'assurance montrant Trista comme bénéficiaire. Plus important encore, Amanda a déclaré, vous devez impliquer la police de l'État. Les forces de l'ordre local sont compromises, mais les enquêteurs de l'État ont compétence sur les crimes majeurs. Comment pouvons-nous les convaincre de les enquêter? Je leur présenterons suffisamment de preuves pour ne pas l'ignorer. La preuve d'ADN que Jess est en vie serait un bon début. Après la réunion, Kellen s'est rendu à la maison de Reva et a trouvé Jess éveillé et cohérent pour la première fois depuis le sauvetage. Son frère était toujours faible, mais la drogue constante s'était arrêtée et son esprit était en train de s'efforcer. Depuis combien de temps étais-je en train de vous retirer le temps? Armes. Politique, documents avec de faux noms. Pendant des mois, peut-être des années. Il y avait des emails avec quelqu'un pour forger des enregistrements, créer de fausses identités. Shérif Kilgore. Peut-être que les emails ont été imprimés. Pas de nom ni d'adresse. J'ai eu du mal à se souvenir. Mais il y avait autre chose. Une clé de coffre-fort et des documents d'une banque à Portland. Preuve. Preuve documentée du complot caché dans un coffre-fort à 90e s'ils pouvaient y accéder, ils auraient tout nécessaire pour détruire Trista et Kilgore. Mais d'abord, ils avaient besoin de prouver que Jess était vraiment vivant. Le bureau des dossiers du comté de Crescent Ridge a terminé à 17h. En semaine.
À 17h30, le bâtiment était vide à l'exception des caméras de sécurité et des détecteurs de mouvement. Ellis a désactivé les deux en moins de 10 minutes. Les dossiers dentaires sont conservés dans des dossiers physiques pour les pompiers et autres membres du personnel d'urgence, a-t-il expliqué lorsqu'il se déplace dans les couloirs assombrés. Quelque chose sur la nécessité de copies papier à des fins d'identification. Ils ont trouvé les dossiers du personnel dans une armoire verrouillée dans le bureau des ressources humaines. Le dossier de Jaïs contenait ses radiographies dentaires d'origine à partir du moment où il a rejoint le service d'incendie 8 ans plus tôt. Ellis a photographié chaque page avec une caméra haute résolution, puis a renvoyé le fichier à sa position exacte. Ils étaient entrés et sortis en 20 minutes, ne laissant aucune trace de leur présence. De retour chez Reva, il compare les dossiers dentaires originaux au rapport d'identification de l'incendie. Les différences étaient évidentes pour quiconque ayant une formation médicale. Mauvais nombre de garnitures, a déclaré Reva, étudiant les radiographies. Travail des canaux radiculaires différents. La structure de la mâchoire est complètement différente. Comment s'en sort-il? Demanda Kellen. Médecin légiste corrompu probablement. Ou ils ont substitué les dossiers de quelqu'un d'autre. Ellis a stocké les photos sur un lecteur crypté. Quoi qu'il en soit, cela prouve que l'identification était frauduleuse. Amanda Walsh est arrivée 1 heure plus tard avec un expert médico-légal qu'elle avait embauché en privé. Le docteur Rebecca Santos était un spécialiste dentaire qui a témoigné dans des dizaines d'affaires pénales impliquant des preuves d'identification. Ces enregistrements ne correspondent pas. Le docteur Santos a confirmé après avoir examiné les rayons X. Pas même proche. Quelqu'un a substitué différents dossiers dentaires ou falsifié le feu l'identification de la victime. Cela tiendrait-il devant le tribunal? Demanda Kellen. Absolument. Il s'agit de preuves claires documentées de fraude médico-légale. Le docteur Santos a commencé à préparer son rapport écrit. Combiné avec des preuves ADN prouvant que Jess est vivant. Ce serait suffisant pour annuler tout certificat de décès. Ils avaient les preuves dentaires. L'équipement de surveillance d'Ellis enregistrait Trista et Kilgore Planning Murder. Alors que Granger était prêt à témoigner sur la construction de la prison, et ils avaient une preuve de vie et respiratoire que Jess Roer n'était mort dans aucun incendie. Mais Trista n'attendait pas que le système juridique se rattrape par le biais du flux de surveillance. Ils ont regardé ses fournitures et les armes dans sa voiture. Elle se préparait à la guerre. Elle va essayer de nous trouver ce soir, a déclaré Ellis, surveillant l'audio de sa maison. Et elle n'a pas l'intention de faire des prisonniers. Kellen a vérifié sa propre arme et ses munitions supplémentaires. Ensuite, nous ferions mieux d'être prêts pour elle. Ellis avait une idée qui forcerait Trista et Kilgore à l'air libre. Nous avons divulgué l'histoire, a-t-il dit. Pas aux médias locaux, mais à Portland Télévision. Ne leur rendre pas impossible de couvrir cela. Quelle histoire? Jess Roer, pompier héroïque présumé mort depuis 6 mois, a été retrouvé vivant, détenu par sa propre femme dans un programme de fraude d'assurance élaboré. Ellis a tiré des sites de nouvelles sur son ordinateur portable. J'ai des contacts dans 3 stations de télévision. Donnez-moi 2 heures et ce sera l'histoire principale de chaque journal télévisé de l'Oregon. Kellen hésita. Une fois que l'histoire s'est cassée, il n'y aurait pas de retour. Trista et Kilgore sauraient que leur temps était écoulé. Ils couriront, a-t-il dit. Peut-être. Ou ils essaieront d'éliminer les témoins avant que l'histoire ne gagne du terrain. Ellis a rencontré ses yeux. Quoi qu'il en soit, nous serons prêts. Ils ont filmé une brève vidéo de Jess assis au lit, clairement vivante et cohérente. Il a déclaré son nom, la date et son compte rendu de prisonnier. Les cicatrices de brûlure étaient visibles sur ses bras, fournissant une preuve visuelle de son épreuve. Ellis a envoyé la vidéo à ses contacts médiatiques ainsi que des copies des dossiers dentaires de photos de la prison cachée. Dans l'heure, les nouvelles vents couraient vers Crescent Ridge. La réaction de Trista est passée par le flux de surveillance à 18 heures. Elle regardait les nouvelles du soir lorsque l'histoire s'est cassée. Le pompier local s'est retrouvé vivant après 6 mois, présumé mort, a annoncé l'Ancre. Jess Roer a été découvert hier par son frère, aurait détenu dans une pièce secrète sous la maison de sa famille. La couleur s'écoulait du visage de Trista alors que Jess apparaissait à l'écran, clairement vivant et parlant à la caméra. Elle a attrapé son téléphone et a appelé Kilgore. Miles, allumez le canal 8. Maintenant, Jésus-Christ. La voix de Kilgore a craqué par le téléphone. Comment ça?
Peu importe comment. Nous devons courir ce soir. Nous ne pouvons pas courir. C'est trop grand maintenant. Police d'État, enquêteurs fédéraux, attention des médias. La panique de Kilgore était audible. Trista, nous avons terminé. Non. Sa voix s'est endurcie. Nous avons nettoyé cela en permanence. Kellen et ses amis ne peuvent pas détruire tout ce que nous avons construit. Vous voulez commettre un meurtre sur télévision en direct? Je veux survivre à cela. Trista a commencé à faire le courant, son esprit travaillant à travers des options. Le frère n'a aucune preuve à l'exception du témoignage d'un médicament et d'un enfant traumatisé. S'ils ont tous deux des accidents, c'est fou. C'est la survie. Rencontrez-moi à l'entrepôt sur Mill Road. Apportez tout, des armes, des explosifs, quoi que vous ayez. La voix de Trista était glacée. Maintenant, nous terminons ce soir. Ellis regarda Kellen. Elle ne court pas. Elle double. Ensuite, nous terminons ce soir. L'entrepôt sur Mill Road était vide et abandonné demi à l'extérieur de Crescent Ridge. Ellis l'avait repéré cet après-midi-là et l'avait trouvé parfait pour une embuscade. Entrées multiples, bonne ligne de vue et aucun trafic civil. Mais Kellen avait un plan différent. Nous n'attendons pas qu'ils viennent vers nous, a-t-il dit à Ellis en préparant leur équipement. Nous prenons le combat à eux. Ellis a étudié une carte de la zone autour de l'entrepôt. Ils s'attendront à une embuscade. Ont probablement des plans de sauvegarde et des itinéraires d'évasion. Ensuite, nous leur donnons ce qu'ils attendent, mais pas là où ils s'y attendaient. Le plan de Kellen était simple, mais efficace. Il laisserait Trista et Kilgore atteindre l'entrepôt, puis les suivre et forcer une confrontation sur le terrain de leur choix. Les bois autour de Mill Road étaient denses avec du bois ancien, parfait pour le type de combat que les deux hommes avaient appris en Afghanistan. 17 heures. La surveillance a montré que Trista quittant sa maison avec un fusil de style militaire et un gilet tactique. Elle s'est dirigée vers Mill Road, prenant une route auditive pour vérifier les abonnés. Kilgore est arrivé d'abord à l'entrepôt, stationnant sa voiture de patrouille derrière le bâtiment. Il portait un fusil de chasse et portait un gilet armure complet. Grâce à leurs interceptions radio, Ellis l'a entendu appeler à la sauvegarde des députés qu'il a affirmé étaient fidèles. Combien de flics a-t-il? Demanda Kellen. Difficile à dire. Peut-être que 2 ou 3 qui ne savent pas dans quoi ils sont vraiment impliqués. Trista est arrivé 20 minutes plus tard. Le fil de surveillance lui a montré, ainsi qu'à Kilgore, à discuter de la stratégie à l'intérieur de l'entrepôt. Il prévoyait d'attaquer directement les canards de Reva, dépassant Ellis. Good. À assez proche pour capturer les deux cibles. La maison de Reva. On dit. Attaquer une maison pleine de civils. Il doit y avoir une autre façon. Ces civils abritent des fugitifs et des preuves de crimes graves, a répondu Kilgore. Nous effectuons une opération d'arrestation légale avec des armes militaires avec la force nécessaire. Kellen a saisi sa radio. Ellis, ils ont 4 personnes, 2 députés qui ne savent pas ce qui se passe vraiment. Pouvez-vous séparer les cibles? Travaillez dessus. Kellen a encerclé le bâtiment jusqu'à ce qu'il trouve une entrée de service. La porte a été rouillée, mais il a réussi à le forcer tranquillement. À l'intérieur, il pouvait entendre la voix de Trista résonner sur les murs métalliques. La police d'État sera là demain, disait-elle. Peut-être aussi les enquêteurs fédéraux. Si nous ne terminons pas ce soir, nous passerons le reste de nos vies en prison. Je sais, a répondu Kilgore. Mais tuer 4 personnes, il doit y avoir là ne doit rien y avoir. Aidez-moi à nettoyer cela. Un groupe lorsque son téléphone a bordé un SMS. Il pouvait essayer de les abattre tous, mais les députés étaient des hommes innocents suivant les ordres. Au lieu de cela, il a fait un choix différent. Le shérif Kilgore, a-t-il appelé, restant caché. C'est Kellen ROR. Je veux conclure un accord. Il n'y a pas d'offre. ROR, sortez avec vos mains. J'ai des preuves qui prouvent tout. Le certificat de décès truqué, la fraude à l'assurance, l'enlèvement. Kellen se déplaçait alors qu'il parlait, ce qui rend plus difficile pour eux de le localiser. Mais j'ai aussi quelque chose que vous voulez. Quoi? L'emplacement du coffre-fort avec tous les documents de planification de Trista, les relevés bancaires, les papiers de forge, les impressions par email, tout ce qu'elle utilisait pour configurer cela. Trista et Kilgore ont échangé des regards.
Il recherche ces documents depuis que l'histoire s'est cassée. Continuez à parler, a déclaré Kilgore. J'échangerai l'emplacement contre un passage sur garantie. Moi, mon frère, Ricker et Reva Torres. Nous disparaissons. Vous obtenez les preuves et la détruisez. L'un des députés avance. Shérif, de quoi parle-t-il? Quelle preuve? Kilgore. Ignorez la question. Comment puis-je savoir que vous l'avez vraiment? Portland First National Box 847 enregistré sous le nom de Patricia Mills. Kellen avait trouvé des informations dans des documents que Jess se souvenait du bureau de Trista. Trista utilise cette identité depuis des mois. Le visage de Trista est devenu blanc. Elle a chuchoté quelque chose à Kilgore, confirmant que les informations étaient exactes. Très bien, Kilgore a déclaré, vous avez obtenu un accord. Sortez et nous discuterons des conditions. Je ne suis pas si stupide. Envoyez d'abord les députés. C'est entre nous, shérif. L'un des députés a dit, je pense que nous devrions demander une sauvegarde. Toute cette situation semble mal. Retournez en ville, a ordonné Kilgore. Vous tous deux, je vais gérer cela. Les députés ont hésité, clairement mal à l'aise de laisser leur shérif seul avec des suspects armés. Mais ils ont suivi les ordres, revenant à leur voiture de patrouille et en voiture. Maintenant, c'était juste Kellen, Trista et Kilgore dans l'entrepôt abandonné. Exactement ce qu'ils voulaient. Ellis, chuchota Teil dans sa radio. Maintenant, les grenades de fumée ont fait exploser à l'extérieur de l'entrepôt, remplissant l'air avec des nuages gris épais. Ellis s'était positionné à travers la clairière avec un fusil de sniper. En attendant le signal de Kellen. J'ai mis fin à la confusion, Kellen s'est déplacé rapidement. Il a attaqué Kilgore par derrière, en voyant le fusil de chasse du shérif en train de se précipiter sur le sol. Ils ont roulé ensemble, se battant pour le contrôle. Trista a tourné en cercle en essayant de trouver des cibles dans la fumée. Elle a tiré 2 fois, les tirs de fusil sortant fortement dans l'espace fermé que la voix d'Ellis est passée à travers l'écouteur de Kellen. Je ne peux pas obtenir un coup propre. Trop de fumée. Kellen s'est libéré de Kilgore et Dove pour se cacher derrière une pile de bois. Le shérif s'est précipité pour son arme tandis que Trista continuait de tirer aveuglément sur la fumée. Cela se termine maintenant, cria-t-elle. Tout cela. Elle tourna un fusil vers l'endroit où Kellen était caché et appuya sur la détente. La balle s'est éclatée de pouces de sa tête. Kellen a renvoyé le feu, visant ses jambes. Le coup l'a abattu et le fusil est tombé de ses mains. Kilgore a atteint son fusil de chasse juste au moment où la fumée commençait à s'éclaircir. Le fusil d'Ellis a craqué de l'extérieur de l'entrepôt. Kilgore se retourna et tomba, serrant son épaule. Les 2 cibles en baisse, a rapporté Ellis. En entrant, Kellen Zip a attaché leurs mains tandis qu'Ellis appliquait les premiers soins à leurs blessures. Aucune des blessures ne mettant la vie en danger, mais les 2 prisonniers ont été effectivement neutralisés. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, a déclaré Trista Gass alors que Kellen a obtenu des contraintes. Les gens pour lesquels je travaille, l'argent impliqué. Cela va bien au-delà de ce que vous pensez. Ensuite, vous aurez beaucoup à dire à la police d'État. Les sirènes gémissaient au loin, se rapprochant. Amanda Walsh avait appelé les autorités des Kellys à confirmer que les cibles avaient été capturées. C'est fini, a déclaré Kellen à Trista alors que les ambulanciers paramédicaux sont arrivés. 6 mois de torture, de mensonges et de terreur. C'est finalement fini. La police d'État est arrivée avec des agents fédéraux dans un cirque des médias qui s'étendait sur des kilomètres le long de Milrow Road. Ricker séparément, en train de construire un cas étanche que les meilleurs avocats de la défense ne pouvaient pas contester. Des fonctionnaires corrompus et des déclarations bancaires montrant des paiements aux co-conspirateurs. Plus que nous ne le pensions initialement. Le médecin légiste qui a falsifié l'identification. Un employé du bureau des dossiers qui a arrière des documents. 2 autres députés du shérif qui ont aidé à planter des preuves sur les lieux d'incendie. L'expression de détective Chin était sombre. Il s'agissait d'un complot criminel à grande échelle qui a atteint plusieurs agences gouvernementales. Les accusations contre Trista se lisent comme une liste de souhaits d'un procureur. Tentative de meurtre, d'enlèvement, de maltraitance des enfants, d'emprisonnement illégal, d'incendie criminel, de fraude à l'assurance, de complot, de falsification des preuves et de falsification des documents juridiques. Kilgore a été confronté à des accusations similaires, ainsi qu'à la corruption de la fonction publique et à l'abus d'autorité.
Qu'en est-il des autres conspirateurs? Demanda Reva, se roulant les unes sur les autres aussi vite que nous pouvons traiter les documents. Face à des phrases vintards, les gens se souviennent soudainement de toutes sortes de détails intéressants sur qui a ordonné quoi et quand. Amanda Walsh a géré le litige civil, déposant des poursuites contre les compagnies d'assurance, le gouvernement du comté et tous ceux qui avaient profité de la conspiration. Les dommages financiers dépasseraient probablement 10 millions de dollars. Jason Ricker n'aura plus jamais à s'inquiéter de l'argent, a-t-elle rapporté. Et le comté met en œuvre de nouvelles garanties pour empêcher ce type de corruption à l'avenir. Mais l'argent n'a pas pu annuler 6 mois de traumatisme. Jacès était en thérapie intensive pour travailler à nouveau les dommages psychologiques de l'emprisonnement prolongé et de la drogue. Kellen a demandé au docteur Martinez, le spécialiste des traumatismes qui traite à la fois son frère et son neveu. Beaucoup de survivants de traumatisme ont commencé. Et les équipes de caméra. Kellen a témoigné pendant 3 jours, promenant le jury à travers tous les détails de l'enquête et du sauvetage. Jaïs a pris position le 4e jour, sa voix forte et claire alors qu'il décrivait son emprisonnement et sa torture. La salle d'audience était silencieuse alors qu'il expliquait comment Trista l'avait convaincu qu'elle l'aimait tout en planifiant sa mort pendant des mois. J'ai vu son visage au moment où elle a décidé que j'étais plus précieux que vivant, a-t-il déclaré. C'est quelque chose que vous n'oubliez pas. Le témoignage de Ricker a été traité par la télévision en circuit fermé pour le protéger de l'attention des médias. Avec l'aide de son thérapeute, le garçon de 7 ans a raconté son histoire dans des mots simples et dévastateurs qui ont laissé plusieurs jurés en larmes. Elle a dit que je devais rester silencieux pour toujours. Il a expliqué que si je faisais du bruit, de mauvaises choses arriveraient à papa et à l'oncle Kellen. Alors que Granger a témoigné de la construction de la prison cachée, sa culpabilité évidente alors qu'il décrivait chaque détail de sa chambre insonorisée, Ellis a présenté les enregistrements de surveillance qui ont capturé Trista et Kilgore Planning Murder. Le docteur Santos a expliqué les preuves médico-légales prouvant la mort. Le certificat était frauduleux. Les avocats de la défense ont tenté de faire valoir que Trista était mentalement malade, qu'elle avait subi une rupture après la mort supposée de son mari, mais les enregistrements audio ont détruit cette théorie. Le jury a entendu sa voix froide et calculée, planifiant plusieurs meurtres pour protéger sa fraude. Trista elle-même n'a jamais témoigné. Son avocat l'a conseillé, sachant que tout jury qu'il avait entendu parler la condamnerait immédiatement. Les verdicts sont venus après 2 jours de délibération. Coupable de tous les chefs d'accusation pour les 2 accusés. Le juge a condamné Trista à 4 mandats à vie consécutifs sans possibilité de libération conditionnelle. Kilgore a subi 3 phrases à perpétuité plus 30 ans. La justice a été rendue, a déclaré le juge lors de la condamnation. Mais aucune punition ne peut annuler le traumatisme que ses défendeurs ont infligé à leurs victimes. Monsieur ROR, Monsieur Jess ROR, le jeune Ricker, j'espère que vous pourrez trouver la paix en sachant que ces criminels ne feront plus jamais de mal à personne. Les compagnies d'assurance ont versé plus de 8 millions de dollars en dommages-intérêts. Le gouvernement du comté s'est contenté de 3 millions supplémentaires. Des responsables corrompus de tout le système ont perdu leur emploi et ont fait face à des accusations criminelles. Mais pour Kellen, la vraie victoire a été de regarder Jaïs enseigner à Ricker à faire du vélo dans la cour de Reva. Les 2 riant alors que le garçon vacillait dans l'allée. La famille guérissait lentement mais sûrement. 1 an après le procès, Kellen a reçu une lettre de la prison d'État où Trista purgeait sa peine. Elle voulait le rencontrer pour expliquer son côté de l'histoire et lui a demandé son pardon. Il a jeté la lettre sans le lire 2 fois. Jaïs avait emménagé dans une petite maison près de la boutique de Kellen avec Ricker dans une chambre d'à accent grave côté. Le père et le fils étaient tous 2 en thérapie, travaillant ensemble à travers le traumatisme. Jaïs était retourné travailler à temps partiel à la caserne des pompiers, bien qu'il ne soit jamais le même pompier intrépide qu'il avait été auparavant. Elle m'a appris quelque chose, a-t-il déclaré à Kellen un soir alors qu'il travaillait sur une Camaro classique dans la boutique. Pas seulement les 6 mois, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Vous n'avez rien à expliquer. Je continue de penser à toutes les fois où elle m'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle m'aimait pendant qu'elle planifiait ma mort. Jaïs a serré un boulon avec plus de force que nécessaire. Comment faites-vous encore confiance à quelqu'un après cela? Vous commencez petit. Vous faites confiance aux gens qui prouvent qu'ils le méritent. Kellen lui tendit une clé différente. Comme votre fils qui vous a protégé même lorsqu'il était enchaîné dans l'obscurité. Comme Reva qui a tout risqué pour aider. Comme Ellis, qui est venu courir quand j'ai appelé. Ricker prospérait en 2e année,
bien qu'il ait toujours fait des cauchemars et a refusé de dormir dans une pièce sans fenêtre. Il avait légalement changé son nom de famille en ROR, ne voulant aucun lien avec la femme qui l'a torturé. Pourquoi ne l'avez-vous pas blessée comme elle nous a fait du mal? Il a demandé à Hélène un jour alors qu'il construisait une cabane dans les arbres dans la cour de Reva. Hélène a sérieusement considéré la question. Ricker méritait une réponse honnête. Parce que les monstres pourrissent mieux derrière les barreaux, a-t-il finalement dit. Et je veux qu'elle vive avec ce qu'elle a perdu. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Tout. Sa liberté, son argent, ses mensonges. Elle passera le reste de sa vie dans une boîte en béton, en pensant à toutes les personnes qu'elle blesse pour rien. Ricker hocha la tête pensivement et retourna à des planches martèlement. À 8 ans, il comprenait tout aussi mieux que la plupart des adultes. Le garage que Hélène construit derrière sa nouvelle maison était 2 fois la taille de son ancien atelier avec de l'espace pour plusieurs projets de restauration et de la place pour que Jess et Ricker travaillent à côté de lui. Ils avaient utilisé une partie de l'argent du règlement pour acheter de l'équipement et agrandir l'entreprise. Reva avait emménagé dans la maison à côté, assez proche pour aider avec Ricker, mais assez loin pour maintenir son indépendance. Elle et Hélène s'étaient rapprochés au cours de l'année de récupération, mais ils ont pris les choses lentement. La confiance était quelque chose qui devait être reconstruit soigneusement. Ellis a visité tous les quelques mois, apportant généralement des histoires sur d'autres responsables corrompus que son agence avait abattus. L'affaire Crescent Ridge était devenue un modèle pour enquêter sur le complot en petite ville, conduisant à des dizaines de poursuites similaires à l'échelle nationale. « Vous avez commencé quelque chose », a-t-il déclaré à Hélène lors de sa dernière visite. Chaque fois que nous rompons un réseau comme celui-ci, nous trouvons des connexions à d'autres cas, comme tirer sur un fil et démêler un pull entier. Amanda Walsh avait utilisé son succès dans l'affaire pour commencer sa propre pratique, spécialisée dans la corruption et les litiges de fraude. Elle a tenu qu'Hélène informée des divers appels et défis juridiques, qui ont tous échoué. Les avocats de Trista ont épuisé toutes les options, a-t-elle rapporté. La conviction est solide. Elle mourra en prison. La ville de Crescent Ridge avait eu du mal à l'attention des médias et à la notoriété nationale, mais elle guérissait lentement. Un nouveau shérif avait été élu avec un procureur du comté qui avait fait campagne sur la transparence et la responsabilité. Le service d'incendie avait consacré un jardin commémoratif aux victimes de corruption. Avec le nom de Jace proéminent parmi les honneurs, tandis que Granger avait pleinement coopéré avec les procureurs et avait été condamné à une peine suspendue, il avait perdu le permis de son entrepreneur, mais avait trouvé du travail comme superviseur de la construction, reconstruisant lentement sa réputation. Il s'arrêta occasionnellement dans la boutique de Hélène, toujours maladroit, mais déterminé à faire amende honorable. « Je ne me pardonnerai jamais d'avoir construit cette pièce », a-t-il déclaré lors d'une visite. Mais peut-être que je peux empêcher quelqu'un d'autre de faire la même erreur. Le docteur Martinez a continué à travailler avec Jess et Reicher, documentant leur rétablissement pour une étude de recherche sur le traitement à long terme des traumatismes. Les deux faisaient des progrès, bien que certaines cicatrices ne guérissent jamais complètement. L'esprit humain est remarquablement résilient, a-t-elle déclaré à Hélène lors d'une séance familiale. Jess portera toujours des effets de son emprisonnement, et Ricker aura probablement du mal avec les problèmes de confiance pendant des années, mais ils sont entourés par l'amour et le soutien. Ricker a pu voir l'océan pour la première fois. Bouteille de whisky chère avec une note à la famille ROR. Je suis entré à l'intérieur, Hélène se tenait seule dans son garage, entourée des outils et des projets qui ont donné un sens à sa vie. Il y a 1 an, il pensait que sa famille était morte. Maintenant, il guérissait, devenait plus fort, construisait quelque chose de nouveau des cendres de la tragédie. Il a pris une photo de son établi. Jess et Ricker travaillant ensemble sur un petit moteur, à la fois concentré et contenu. Ils ressemblaient à nouveau au père et au fils, comme des survivants qui avaient retrouvé leur chemin vers la lumière. Trista avait tenté de les détruire avec des mensonges et de la cruauté. Mais l'amour s'était révélé plus fort que la haine. La vérité plus puissante que la tromperie. La famille ROR durerait, prospérerait, se souviendrait toujours que les monstres pourrissent mieux derrière les barreaux que dans les tombes non marquées. Et au loin. Une sirène de pompiers gémissait en répondant à une urgence en ville. Jace aurait grimpé à bord une fois, prêt à risquer sa vie pour les étrangers. Un jour, quand il était prêt, il pourrait le faire à nouveau. Mais ce soir, il était en sécurité à la maison, enseignant à son fils à faire à nouveau confiance au monde, une journée prudente dans un